J'étais tellement épuisée de me battre contre moi-même tous les jours, d'avoir envie de créer une relation épanouissante, saine, mais à la fois d'avoir tellement peur de redonner ma confiance, tellement peur de revivre ce que j'avais vécu dans le passé, tellement peur d'être déçue une énième fois que je préférais rester seule. 6 ans plus tard, aujourd'hui, non seulement je vis la relation dont je rêvais secrètement et dont j'osais parler à personne, sauf que cette fois, non seulement je l'assume, mais je le partage parce que je sais que si j'ai ressenti ce conflit à l'intérieur, je suis probablement pas la seule. Si t'es une femme qui gère tout, qui est hyper indépendante, qui a construit sa vie toute seule et qui sur le papier clairement a tout coché, a tout réussi, mais que dans tes relations, c'est difficile, tu continues de tomber sur le même genre de personnes, à répéter les mêmes schémas, et finalement, tu te dis que c'est peut-être plus facile de rester seule que de revivre encore une fois la même chose. T'aurais profondément envie, au fond, d'être avec quelqu'un qui puisse prendre les devants, qui planifie les dates, avec qui t'es pas besoin de tout orchestrer, parce que tu le fais déjà suffisamment dans ta vie de tous les jours, mais d'être avec quelqu'un avec qui tu puisses juste mettre ton cerveau sur off, ton cerveau hyperactif, te laisser porter, te laisser guider, sans avoir constamment cette impulsion à corriger ou à toi reprendre le contrôle parce que c'est pas suffisamment comme t'as envie que ce soit. Si tu te reconnais là-dedans, cette vidéo va vraiment beaucoup te parler et tu vas pouvoir en tirer des clés qui vont t'aider dans ta vie amoureuse mais dans toutes tes autres relations avec les hommes, à te sentir plus en paix et surtout à faire de tes relations un aspect de ta vie qui te nourrit et non pas qui te draine. C'était le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, et avec ma meilleure amie, on venait de terminer le glaçage d'un magnifique gâteau sur lequel on avait écrit en lettres majuscules Fuck men. Et on avait plein de bonnes raisons pour ça, on avait suffisamment enduré de par leur faute. Et en parlant autour de nous, on voyait qu'on était de loin pas les seuls. Ce gâteau, c'était un petit peu le point culminant qui illustrait de manière un petit peu humoristique le profond dégoût et la presque haine que j'avais pour les hommes. Et en réalité, on rigolait souvent avec mes copines en disant à quel point les hommes étaient inutiles, à quel point, sincèrement, on vivrait mieux sans eux. D'ailleurs, un de mes livres préférés à ce moment-là, c'était un roman entre guillemets utopiste qui décrivait un monde où les hommes n'existaient pas à part pour des questions de reproduction, bref. C'est pour dire à quel point. Mais le soir, quand je suis allée me coucher ce jour-là, c'était pas d'un monde sans hommes dont je rêvais. En réalité, la triste ironie, c'est que je me suis couchée en imaginant que j'étais avec quelqu'un qui puisse me serrer fort dans ses bras, avec qui je puisse me sentir protégée, chouchoutée, choyée, choisie. Mais ça, pour rien au monde, je l'aurais avoué à qui que ce soit. Premièrement, parce qu'évidemment, c'était pas du tout cohérent avec mon discours, que j'avais honte d'avoir un désir comme ça, et que, en réalité, je pensais que c'était même anti-féministe que d'avoir envie d'un homme à ses côtés et de se sentir choyée, chouchoutée, protégée. Et c'est ce conflit intérieur-là qui me rongeait et surtout qui m'épuisait. Parce qu'en façade, j'étais quelqu'un de très froide, très distante, carrément méchante chaque fois qu'un homme m'adressait la parole, même si c'était bienveillant, tout en ayant à l'intérieur ce désir profond d'être avec quelqu'un avec qui je puisse être 100% moi-même, qui me comprenne et avec qui je me sente 100% en sécurité. 6 ans plus tard, aujourd'hui, je me sens chouchoutée, choyée, je me sens protégée, je me sens en sécurité, et ça dans ma relation de couple, mais pas seulement, dans mes relations amicales, familiales et même professionnelles, et ça va même jusqu'à mes relations de tous les jours. Comme il y a quelques temps où, en prenant l'avion, il y a un homme qui m'a demandé si je voulais qu'il mette ma valise dans le porte-bagages, et je lui ai répondu qu'avec plaisir. Ce qui aurait jamais été le cas auparavant. J'aurais simplement dévisagé et je me serais demandé ce qu'il avait derrière la tête. Et ce que je peux te dire, c'est que en apprenant à refaire confiance petit à petit, en faisant la paix avec les hommes, en créant le genre de relation dont je rêvais, où je me sens tellement épanouie, en réalité, ça m'a libéré une énergie de dingue. C'est-à-dire que toute l'énergie que je passais à me méfier, à être sur mes gardes, à jamais redonner à 100% ma confiance, je peux maintenant la mettre dans mes projets, dans l'écriture de mon livre qui va bientôt sortir, pour mes clientes, pour mon business. Et c'est des choses que j'aurais jamais été capable de faire auparavant parce que je dépensais une énergie folle à essayer de me protéger. Donc aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer exactement comment j'en suis arrivée là. Mais avant tout, pense à t'abonner à ma chaîne parce que je fais des vidéos pour aider spécifiquement les femmes qui sont ultra ambitieuses, très indépendantes, mais qui galèrent dans leur relation et qui ont juste envie de se sentir chouchoutées, choyées, que leurs partenaires prennent le lead, prennent des décisions, qu'elles puissent juste mettre leur cerveau sur off et pouvoir faire pleinement confiance sans avoir peur de revivre la même chose qu'elles ont vécu dans le passé. Donc si c'est toi, abonne-toi. Là, on va revenir bien des années en arrière, dans un petit village en Suisse où j'ai grandi, avec une maman seule. Je m'ennuyais à mourir à l'école, et donc je piquais des livres dans la bibliothèque de chez mes grands-parents pour les lire en cachette. J'écrivais des pièces de théâtre. À 10-11 ans, j'avais monté une troupe de théâtre d'une 15aine de personnes. J'avais construit une scène dans mon jardin, et tous les vendredis, entre 16h et 18h, on répétait la pièce de théâtre qu'ensuite on représentait devant les parents. Bref, autant de dire que j'avais plein d'activités différentes,
et que je me retrouvais pas trop dans les intérêts des autres enfants autour de moi qui aimaient les Barbie, les bandes dessinées, les jeux vidéo. Je voulais faire des trucs intéressants et de ce fait, je me sentais totalement en décalage avec les autres personnes autour de moi. D'ailleurs, petite anecdote qui montre à quel point j'étais en décalage, même si avec le recul c'était assez positif, c'est quand les autres filles de mon âge me demandaient qui j'aimais, dans le sens des garçons qui étaient autour de nous, et ne comprenant pas la question, je répondais moi-même. Mais en parallèle de tout ça, il y avait aussi des choses beaucoup plus lourdes. J'ai eu une enfance difficile ou compliquée. J'ai été confrontée très très tôt à un système qui était censé protéger les enfants, mais qui n'a rien fait, à des psys incompétentes, et au système judiciaire à un âge où un enfant ne devrait même pas savoir ce que c'est. J'ai dû prendre beaucoup de responsabilités très tôt, et très tôt je me suis rendu compte qu'il fallait être très attentif aux personnes à qui je donnais ma confiance, et que cette confiance, à tout moment, elle pouvait être retournée contre moi. Tout ce que je disais pouvait être retourné contre moi. Chaque mot était analysé. Et heureusement que j'ai eu une maman qui a tout fait pour nous protéger, parce que je serais probablement pas là à vous parler autrement. Je vais pas m'étaler là-dessus, parce que ce qui compte, c'est pas vraiment l'histoire, c'est plutôt les mécanismes de protection que ça a créés, ce que j'en ai fait et comment j'ai pu transformer tout ça. Bref, quelques années plus tard, en 2016, mon grand-père décède d'un accident tragique, sachant que c'était la seule figure masculine qui me restait à qui je faisais encore confiance, qu'il y a une partie de mon monde qui s'effondre. Et dans ma famille, personne s'exprime, chacun se tait, et le jour de son enterrement, je suis debout dans cette immense église, avec la gorge qui brûle, les yeux qui piquent, une énorme douleur dans la poitrine, et cette phrase que je me répète, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. C'est hors de question que quelqu'un te voit pleurer. Hors de question. C'est là que tout commence à s'intensifier. Pour moi, montrer ses émotions, c'est dangereux. Parce que petit à petit, j'ai intégré le fait que ressentir, c'est un luxe qu'on peut pas se permettre quand on a des responsabilités à gérer et d'autres gens autour de soi à soutenir. Et c'est à ce moment-là que commence la descente aux enfers. Je faisais du ballet déjà depuis que j'étais toute petite et ma relation à mon corps commence à se dégrader complètement. Je me déteste, je suis horriblement dure avec moi-même. J'ai l'impression que petit à petit, je me vois vivre ma vie à travers une caméra. Je suis dissociée la plupart du temps, même si à ce moment-là, j'en ai aucune idée de ce que ça veut dire. Et à ce moment-là, je me demande sincèrement si je vais dépasser mes 25 ans. J'ai l'impression d'être complètement anesthésiée, je ressens absolument plus rien. Et comme si c'était pas suffisant, petit à petit, je m'engage dans une relation qui, au fil des mois, devient de plus en plus toxique. Je suis avec quelqu'un de plus âgé, sans m'en rendre compte, je deviens codépendante, je confonds un attachement toxique avec de l'amour, et en parallèle, une amie très proche commence à plonger elle aussi. Je la vois prendre des médicaments, faire une première TS, un séjour à l'hôpital, une deuxième TS, un autre séjour à l'hôpital. Et pourtant, en surface, on dirait que tout va bien. Sur le papier, je suis brillante, je deviens de plus en plus froide, de plus en plus distante, carrément méchante, avec quelconque homme qui m'adresse la parole. En réalité, je m'en méfiais comme de la peste. Et en même temps, je cherchais à prouver que j'étais meilleure qu'eux, plus forte, plus compétente. Et c'est dans cette période-là que ce livre dont je te parlais, un roman qui décrit un monde utopique dans lequel les hommes n'existent pas, devient mon roman préféré. Mais le paradoxe, c'est que malgré ma posture extrêmement froide et distante, quand je me couchais le soir, je m'endormais en imaginant que quelqu'un me serre fort dans les bras et que je me sente enfin protégée, choisie, chouchoutée. Mais évidemment, à aucun moment, je l'aurais admis. Parce que j'avais littéralement honte d'avoir ce genre de désir. Honte d'avoir envie d'avoir quelqu'un à mes côtés. Pensant que c'était antiféministe et qu'on devrait pouvoir se débrouiller seul, avoir envie et besoin de personne et ne jamais se reposer sur qui que ce soit. C'était profondément ce que je croyais. Et parmi tout ça, c'est même pas comme si j'avais des relations familiales, amicales ou même professionnelles qui étaient stables. J'entretenais que des relations superficielles, que des relations où je portais un masque, où je faisais un peu le caméléon pour m'adapter à la personne que j'avais en face. Je m'ouvrais jamais, je parlais jamais de ce que je ressentais. Et c'était hors de question pour moi de retourner chez une psy, parce qu'après toutes les psys incompétentes que j'avais vues quand j'étais plus petite, c'était hors de question. Je m'enfonçais donc de plus en plus dans cette spirale négative, jusqu'à un soir d'avril où tout a basculé. Ce soir-là, il s'est passé quelque chose auquel je m'attendais pas, auquel j'étais pas prête, et que j'aurais jamais pu imaginer. Je vais pas rentrer dans les détails encore une fois parce que c'est pas nécessaire. Ce qui compte, c'est la sensation que ça m'a apporté. C'est le lendemain matin, quand je me suis regardée dans le miroir et que j'ai vu à quel point je me détestais pour avoir fait ça. À quel point j'avais pas une once de respect pour les hommes, mais apparemment pas pour moi-même non plus. Et à ce moment-là, je savais que c'était le mur qu'il me fallait pour que quelque chose change. Pas le lendemain, pas le mois prochain, mais ce jour-là. En 3 mois, j'étais méconnaissable. J'ai commencé à aller à la salle, j'ai recommencé à manger correctement, j'ai fait un tri drastique dans mes relations. Et en un été, même la forme de mon visage avait changé. Petit à petit, je retrouvais ma créativité. Et quelques mois plus tard, j'ai lancé une marque de vêtements qui mélangeait écologie et art, et mode. Et en 48 heures, toute la première collection était vendue. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est pas ça. Parce qu'en réalité, je savais que si je me mettais corps et âme dans un projet, je savais que ça allait fonctionner. Ce qui s'est passé les mois suivants, j'aurais jamais pensé que ça aurait été possible.
absolument jamais. Je l'ai mentionné plus tôt, mais je m'étais inscrite pour la première fois dans une salle de sport. Et en arrivant, je m'attendais à croiser des hommes avec un comportement hyper relou, voire même déplacé. Et j'avais plusieurs amis qui m'avaient prévenu en me disant de mettre des gros jogging, et en réalité qui m'avaient même essayé de me décourager. Sauf qu'en arrivant là-bas, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu d'avoir des hommes relous sur mon dos avec des petits commentaires déplacés, j'ai rencontré des hommes tellement bienveillants que honnêtement j'en croyais pas mes yeux. En quelques mois, j'ai observé plus de comportements positifs de la part des hommes que ce que j'avais observé durant les 10 dernières années, littéralement. Et c'est le premier signe qui m'a fait me demander, mais tiens, c'est bizarre, tout à coup ça confirme pas ce que je croyais jusqu'à présent. Mais pour autant, je te rassure, j'étais pas prête à me remettre en question, ni à oublier tout ce que j'avais vécu auparavant. Et puis un soir, alors que je buvais un thé chez une copine, et que je lui expliquais à quel point je supportais pas mon frère, et que j'en avais assez de son comportement, elle m'a simplement posé la question, et si t'essayais d'être juste 10% plus bienveillante avec lui? Et si juste t'acceptais de voir que lui aussi il a peut-être sa part de souffrance? A priori, j'ai levé les sourcils, j'ai rigolé, mais bon, je lui ai promis d'essayer. Et en quelques semaines, sans que je puisse en croire mes yeux, la relation qu'on avait a commencé à changer, sans même qu'on ait eu besoin d'avoir une discussion. Et depuis, plus aucune remarque déplacée. C'est passé d'être une relation absolument catastrophique à une relation où je me sens respectée, sereine, confiante et même protégée. Et c'est cette expérience qui m'a fait réaliser quelque chose d'extrêmement important. C'est que t'as pas nécessairement toujours besoin que l'autre change pour que la relation puisse changer. Parce que parfois, rien que ta posture, ton comportement, ton attitude va permettre à la dynamique de changer. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est pas ta faute si la relation va pas bien. Évidemment, il y a 2 personnes dans une relation. Mais ça veut dire que t'as du pouvoir dans les relations. T'as la capacité d'influencer la dynamique. T'as pas le pouvoir de contrôler l'autre, évidemment, ni ses réactions, ni ses comportements, mais t'as le pouvoir d'influencer la dynamique depuis ta propre posture. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Et puis un jour, alors que je rentre de la salle de sport, que j'ai fini mon entraînement, je suis assise dans le bus avec mes écouteurs, je bois mon shaker de protéines, et j'écoute un podcast. Et là, gros choc, quand la femme qui parle explique qu'il existe des différences biologiques entre les hommes et les femmes qui influencent notre façon de communiquer et qui causent parfois des gros malentendus quand elles ne sont pas prises en compte. À ce moment-là, je suis littéralement outrée. En mode, qui est-ce qui ose encore dire ça en 2022, sérieusement? Donc avec mon esprit rebelle, je m'en vais faire des recherches pour prouver à l'hôte du podcast qu'elle a tort et qu'il faut qu'elle arrête de dire et de partager du bullshit qui induit en erreur les personnes qui cherchent juste à s'instruire. Sauf que ce qui se passe, c'est que les recherches disent exactement la même chose qu'elle. Il y a bel et bien des différences, jusque dans notre cerveau, en passant évidemment par nos hormones, qui ensuite influencent notre façon de communiquer. Ces recherches, c'était en très grande partie des recherches qui ont été faites en anglais. Donc malgré mon choc, je me rassure et je me dis que dans tous les cas, même si ça existe, ça va pas changer grand chose à mes relations et que de ce fait, je peux ignorer ça. Mais ma curiosité me pousse quand même à faire une expérience pour vraiment me prouver et prouver à la personne en question que ces différences, bien que peut-être elles existent, n'ont absolument aucun impact et ne doivent pas être prises en compte. Donc pendant quelques semaines, quelques mois même, je fais mon expérience et j'applique les quelques conseils et les quelques éléments découlant des différences entre hommes et femmes. Sauf qu'à mon grand désarroi, encore une fois, je vois des relations que je pensais jamais pouvoir évoluer changer petit à petit. Je sens tout à coup beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus de compréhension et surtout beaucoup plus de respect. Tu penses peut-être qu'à ce stade, j'avais trouvé la clé et que j'allais enfin pouvoir vivre heureuse et avoir beaucoup d'enfants. Je déconne, la dernière partie, peut-être pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant tout ce temps, j'avais repris une thérapie. Je m'étais décidée, convaincue de retourner chez une psy. Bien heureusement, après avoir fait quelques cabinets, j'ai trouvé une psy qui était compétente. Sauf que malgré ces années de thérapie, je me rendais compte que je commençais à tourner en rond. C'est-à-dire que les questions, je pouvais me les poser moi-même. Et que malgré toutes les prises de conscience, tous les livres que j'avais lus, toutes ces années de thérapie, dans mon corps, il n'y avait pas grand-chose qui avait changé. C'est-à-dire que je continuais d'être trigger et d'être déclenchée par les mêmes choses. Je continuais à avoir des crises d'angoisse, notamment quand on me surprenait à exploser de colère, puis à fondre en larmes sans que j'ai l'impression que je puisse contrôler quoi que ce soit. Heureusement que l'univers fait bien les choses parce que c'est à cette période que je suis tombée sur le livre Réveiller le tigre de Peter Levine et que j'ai découvert le travail par le corps pour transformer les traumas et surtout l'idée que le traumatisme ne se situe pas dans l'histoire mais dans l'énergie qui est restée coincée dans le système nerveux. Je vais pas te faire tout un récap de comment ça se passe, j'ai fait 2 vidéos complètes
sur comment réguler ton système nerveux et les explications scientifiques là derrière. Donc n'hésite pas à aller regarder si ça t'intéresse. Mais c'est l'idée que tu peux bien raconter ton histoire en long et en large, la comprendre dans tous ses détails. Pour autant, rien ne changera ou très peu dans ta vie. En parallèle de cette découverte, l'univers met sur mon chemin une coach qui travaille justement avec le corps et avec des outils somatiques. Et alors que j'étais étudiante et que j'avais à ce moment-là, 900 € sur mon compte, je signe un contrat pour un accompagnement de coaching à 5 000 $. Est-ce que j'étais folle? Peut-être. En attendant, ça s'est fait. Et quelques mois plus tard, je me crois au bout de mes peines quand je rencontre quelqu'un et que pour la première fois, j'accepte petit à petit de m'ouvrir. Après tout le travail que j'ai fait, après tout ce que j'ai traversé, je me dis que c'est forcément la bonne personne si elle arrive maintenant et que j'ai fait assez de travail pour pouvoir gentiment m'ouvrir. Au même moment, je découvre le concept d'énergie féminine, d'énergie masculine. Et petit à petit, j'apprends à incarner davantage ce côté féminin et je me sens bien avec cette personne. Bref, tout se passe bien pendant plusieurs mois, quand du jour au lendemain, plus de nouvelles, sans aucune explication. Enfin oui, un appel de 5 minutes de ma part pour effectivement dire que c'est terminé, c'est fini. Et là, autant te dire que heureusement que j'avais fait un peu de travail avant, parce que je pense que sans ça, si je m'étais ouvert et que je m'étais pris une claque comme ça encore une fois, à 100%, je serais retournée en arrière, j'aurais remis mon armure, refait un gâteau fuckman, et j'aurais crié haut et fort. Vous voyez, je vous l'avais dit, c'est tous les mêmes. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. J'avais une capacité un peu plus grande à, premièrement, accepter que j'avais des émotions, et deuxièmement, pouvoir travailler un petit peu avec elles. Même si, honnêtement, c'était pas encore ça, parce que la plupart du temps, je me coupais encore de mes émotions. C'est-à-dire que je revenais dans cette posture froide, distante. Et de ce fait, je créais une liste de cette taille-là, qui détaille tous les critères et les conditions que je demanderais dans le futur pour quelconque relation romantique. Parce que ce qu'il faut savoir, et que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'à ce moment-là, mes relations amicales vont vraiment beaucoup mieux. Je me sens moi-même avec les autres, j'ai plus besoin de porter de masque, mais c'est vraiment le côté de relation romantique qui coince. Et qui fait que, malgré le fait que j'ai l'impression que tout va bien dans ma vie, cet aspect-là continue de me poser problème. Je fais donc une liste de mes non négociables, sauf que 30 jours plus tard, quand je me retrouve en date avec un mec qui coche absolument tous mes critères, je suis là en mode merde. Je peux même plus dire non mais en fait il correspond pas à mes critères. Comment est-ce que je fais maintenant? Je me rassure en me disant que je vais attendre quelques temps et que je verrai très vite son vrai visage. Et ses vraies intentions. Et s'engage un long processus où je le teste, je le pousse, je le pique, je fais littéralement tout pour qu'il parte. Parce que de mon côté, j'avais pas de raison apparente de partir. Et ça, c'était insupportable pour mon système nerveux. De voir quelqu'un de sain en face de moi et de pas savoir comment réagir à ça. Mais lui, il était là, constant, régulier, en mode toi tu fais ce que tu veux mais moi je reste. Et pour la première fois de ma vie, c'était pas mon corps qui me disait de partir et ma tête qui me disait de rester, c'était l'inverse. C'était mon corps qui se sentait tellement en sécurité, mais ma tête qui essayait de trouver toutes les raisons pour lesquelles on devrait partir. Et plus la relation avançait, plus elle devenait stable, saine et même épanouissante, et plus il y avait quelque chose en moi qui me disait oui mais au final c'est peut-être ennuyant. Et c'était la part qui était tellement habituée finalement au chaos, que la stabilité, le fait que c'était sain, lui semblait tout simplement ennuyant à mourir. Et c'est tout un travail qui s'est engagé pendant des mois et des mois pour que je puisse me sentir en sécurité dans cette stabilité, dans cette sécurité-là, dans le fait d'avoir quelqu'un face à moi qui était sain, qui essayait pas de me manipuler, face à qui j'avais pas besoin de me protéger. Et de petit à petit me réouvrir et accepter de refaire confiance. Et pas juste de refaire confiance à maximum 60%, mais de pleinement refaire confiance. Ça a été un travail monumental d'apprendre à recevoir, d'apprendre à lâcher prise. Et petit à petit aussi à rendre cette relation vivante. Et pour rendre la relation vivante, de travailler sur la polarité de la relation. C'est-à-dire de pouvoir personnellement incarner davantage mon énergie féminine et lui autoriser, lui laisser la place et l'espace pour incarner son énergie masculine, pour prendre le lead, pour prendre les décisions, pour organiser des trucs sans que je sois constamment en train de le corriger derrière. Et de le materner quelque part. C'est là aussi que j'ai découvert des parts de moi que je pensais inexistantes. Des parts beaucoup plus douces, beaucoup plus chaleureuses, enfantines. Des parts en réalité que j'aurais considérées comme faibles auparavant. Parce que naturellement, pendant des années, j'ai pensé que c'était ma personnalité d'être beaucoup plus masculine, beaucoup plus autoritaire. Que c'était parce que j'étais bélier finalement. Mais c'était pas moi, c'était l'armure que j'avais construite autour de moi. C'est une part de moi évidemment, mais c'est pas moi. J'ai donc appris à communiquer en prenant en compte ces différences entre les hommes et les femmes comme je le faisais déjà dans mes autres relations, à oser me montrer vulnérable, apprendre à avoir des conversations difficiles sans que littéralement j'ai l'impression que je puisse plus respirer. Ou à un moment donné, quand j'avais des conversations difficiles ou que je devais poser une limite, littéralement je parlais, je respirais plus et au bout d'un moment je devais reprendre de l'air comme ça parce que j'avais plus d'air.
Et surtout d'apprendre à justement accepter toutes ces parts de moi-même. De pouvoir être en pleine forme le matin, d'avoir un mental breakdown à midi et d'avoir besoin d'être rassurée comme une petite fille, de rigoler à des blagues un peu nulles comme un enfant, d'être la CEO qui gère mon entreprise l'après-midi et la femme fatale le soir, puis à nouveau celle qui a besoin d'être rassurée, d'avoir 27 personnalités dans la journée, sans en avoir honte, sans penser qu'il y a certaines parts ou aspects de moi-même qui sont plus faibles que les autres, tout simplement en embrassant toutes ces différentes caractéristiques. D'apprendre aussi que je peux être extrêmement ambitieuse la journée quand je travaille et que j'ai pas besoin de ramener les mêmes comportements dans ma relation. Et que pour autant, ça veut pas dire que je dois baisser mon ambition pour pouvoir lui donner l'espace d'être davantage dans son masculin ou de prendre plus le lead. Pas du tout. Ça veut simplement dire apprendre à incarner ces différentes facettes et de pas se juger pour ça. De pas se juger pour avoir à la fois envie de construire des projets absolument monumentaux et d'y aller à fond et d'être cette femme que tout le monde admire et en même temps d'avoir envie que dans ta relation, t'aies pas besoin de tout contrôler, t'aies pas besoin de tout orchestrer, que tu puisses juste mettre ton cerveau sur off et te laisser porter, te laisser guider. Il y a aucune honte à avoir ces deux désirs. Ce sont pas des désirs qui sont contradictoires, au contraire, ce sont des désirs qui sont complémentaires et qui vont te permettre justement, et c'est ce qui se passe pour moi, de faire en sorte que tes relations soient un espace qui te nourrisse. C'est-à-dire que tu puisses récupérer de l'énergie de tes relations, qu'ensuite tu peux réinvestir dans les projets qui te tiennent à cœur. Sauf que quand t'es tout le temps en train d'appuyer sur l'accélérateur, de prendre des décisions, de tout contrôler, et que t'as des pensées qui vont à 1000 à l'heure, qui sont incessantes, t'as pas cet espace de repos et de régénération que tu peux avoir quand t'es avec quelqu'un qui est là pour toi, te chouchoute, prend des décisions et a l'espace de prendre le lead. Aujourd'hui, tu l'auras compris, je suis dans une relation où je me sens chouchoutée, choyée, choisie, où je peux mettre mon cerveau sur off, où on m'offre des fleurs même quand il n'y a aucune occasion de le faire, on me tient la porte, on planifie les dates, où j'ai aucunement besoin de diminuer mon ambition pour, entre guillemets, pas lui faire peur. Et toute l'énergie que je passais à utiliser pour me protéger, je peux maintenant la réinvestir ailleurs, pour mes clientes, pour écrire mon livre, pour créer des retraites, qu'avant j'aurais jamais pu faire. Et le plus incroyable, c'est que ça touche pas que ma relation romantique, ma relation de couple, mais ça touche toutes mes autres relations avec les hommes, où je me sens pleinement moi-même, où je peux me montrer sous n'importe laquelle de mes facettes, évidemment selon les contextes, et où j'ai plus l'impression d'être constamment en guerre contre la moitié de la population. Et je te garantis que ça fait un bien fou, que ça te libère une énergie de dingue, et que tu peux commencer à collaborer avec les hommes plutôt que de les voir comme des ennemis, ou pire, des cibles à abattre. Alors si aujourd'hui tu te reconnais dans mon histoire, j'aimerais que tu saches que premièrement, le fait que t'aies l'habitude de tout contrôler, que tu sois une girl boss, que tu gères tout et que t'aies besoin de personne, c'est pas dû à ta personnalité, c'est pas dû à ton signe astro, c'est pas juste parce que t'es comme ça, c'est en partie une forme de protection. Surtout, c'est une protection et une armure qui t'a probablement sauvé la vie à un moment donné. Elle a fait son job, mais elle a aussi un coût. Et ce coût, il se retrouve dans tes relations, quand t'as l'impression que tu dois toujours être celle qui organise tout, qui planifie tout, qui gère la relation. T'as l'impression de peut-être limite devoir éduquer ton mec, ou au contraire de devoir diminuer ton niveau d'ambition pour ne pas leur faire peur. Et deuxièmement, t'as pas besoin pour autant de te débarrasser de ton indépendance, on est bien d'accord. T'as juste besoin d'apprendre à déposer cette armure d'hyper-indépendance quand t'es dans ta relation. C'est pas la même chose. Garder ta force, mais simplement déposer l'armure pour qu'on puisse te voir tel que tu es toi, et pas juste la façade que tu as construite. Et troisièmement, si t'as lu énormément de livres, écouté plein de podcasts, peut-être même fait de la thérapie, et que pourtant t'as l'impression que rien ne change dans ta vie, et que dans tes relations, c'est toujours autant la catastrophe, t'arrives toujours autant pas à refaire confiance, c'est pas parce que t'as un problème ou que t'es cassé, c'est parce que tu travailles seulement sur le côté cognitif et sur la compréhension des choses, et non pas sur ce que ton système nerveux a intégré comme étant dangereux suite à ce que t'as pu vivre dans le passé. Donc ta tête elle a compris, mais ton corps pas encore. Et c'est pour ça que ça se reflète pas encore dans ta vie et dans tes relations. Et si t'as envie d'aller plus loin et de commencer dès aujourd'hui à mettre toutes les chances de ton côté pour créer le genre de relation où tu te sens chouchouté, choyé, où tu peux juste mettre ton cerveau sur off et où ton partenaire prend le lead, prend des décisions sans que t'aies constamment à le faire toi, j'ai créé une bibliothèque entière qui contient plus de 50 trainings 100% gratuits qui te donnent chaque jour une clé, un exercice, une nouvelle perspective que tu peux implémenter et voir les résultats directement dans tes relations. Si ça t'intéresse, clique sur le lien qui est ci-dessous ou écris-moi Telegram sur Instagram. Bref, si t'as regardé jusqu'ici, je t'en suis infiniment reconnaissante. C'est peut-être une des vidéos les plus difficiles que j'ai faites jusqu'à présent. Donc si ça t'a plu, si ça t'a parlé, si tu t'es reconnu, je serais trop heureuse que tu m'écrives et que tu me dises ce qui t'a le plus touché ou interpellé. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.